Bon, bonjour à tous, merci à vous tous d'être venus, merci à vous les intervenants, un merci un peu particulier à Sylvain, dont je me rends bien compte de tout l'effort qu'il a fait, et donc je remercie au nom de vous tous d'être là pour nous parler. Pour nous parler en avant-première de son livre sur la Bérésina. Et puis, donc cette conférence, cette rencontre, est en avant-première des Journées du livre russe et des littératures russophones, qui auront donc lieu le 30 et le 31 janvier à la mairie du 5e, vendredi à partir de midi et jusqu'au samedi soir. À la fin de ces journées, vous aurez la remise du 9e déjà prix russophonie. Et puis à côté des journées du livre russe, vous aurez aussi des séances de cinéma, des expositions. Cinéma cette année au Grand Action le 29, la veille au soir, Grand Action toujours dans le quartier latin. Et puis ensuite au studio La Clé avec des films qu'on a rarement ou jamais vus en France. Donc on vous attend nombreux aux journées du livre russe et je ne retarde pas plus cette soirée et vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Marie Fisset, j'ai fondé et dirige les éditions Transboréal. On a demandé à Transboréal simplement d'animer cette soirée. Donc voilà, nous serons 4 intervenants. Sylvain Tesson d'abord, puis Irina Musica, puis moi-même, puis Émile Maille. Sylvain, comme vous l'avez compris, parlera de son dernier livre sur la Bérésina. Irina nous parlera du Baïkal, je vous parlerai du Kamtchatka, Émile Maille nous parlera de la Yakoutie. L'idée, c'est de partager un petit peu ensemble notre émotion face à la Russie, notre amour pour la Russie. Et nous allons maintenant commencer avec Sylvain. Sylvain, si tu veux bien venir. Et puis vous. Voilà. Alors, Sylvain Tesson est né en 1972 à Paris. Voilà, rien de prédestiné au grand voyage. Et je vais juste poser deux questions à Sylvain que vous connaissez par ailleurs, sans doute pour avoir lu Dans les forêts de Sibérie ou L'Axe Bleu, ou que sais-je encore. Simplement, Sylvain, je voudrais savoir à quand remonte votre intérêt pour la Russie. Le premier moment fort de lien avec la Russie. Oui, je vous réponds, Jean-Henri, évidemment, sans vous remercier l'édition Transboréal de m'avoir convié à participer à ces journées du livre russe, et un avant remercié à Inalco, à Dimitri, qui vient de nous expliquer qu'il avait lancé ce prix de la russophonie. Puis je voudrais remercier beaucoup d'amis que je distingue d'un œil dans la salle, et notamment le professeur Hervier qui nous fait la gentillesse d'être là ce soir et qui, comme vous le savez, est un spécialiste de la culture germanique et notamment de Ernst Jünger. Je vais donc répondre à cette question qui, si je le comprends bien, me demande comment j'en suis venu, étant né picard, à aimer la Russie et à considérer que c'est une sorte de seconde patrie. Vous savez que dans une lettre de Rainer Maria Rilke au jeune poète, Rilke explique qu'il sait que la Russie est sa seconde patrie, mais que c'est une mystérieuse certitude dont il vit, mais qui ne s'explique pas. Et je crois que nous avons tous comme ça une sorte de solfège intérieur qui répond étrangement à des vibrations et qui nous amène à considérer que certains pays, bien que nous n'ayons aucun lien atavique avec eux, sont des secondes maisons. Moi, on le voit comme ça avec la Russie, et je crois que tous les intervenants qui vont se prononcer ici ce soir, sauf Irina, bien entendu, qui elle-même est russe, mais les autres, les Français, exprimeront, je pense, une idée assez similaire à celle qu'évoquait magnifiquement Rilke. Alors moi, cette passion, elle est née c'est la question des moyens, elle est née précisément en août 1991, il y a la date, comme vous le savez, du putsch qu'a entrepris Gennady Yanayev, qui était cet apparatchik qui a essayé d'évincer Gorbatchev afin de remettre le Politburo et l'Union soviétique sur des rails plus conformes à la doxa communiste, et puis le putsch a fini par capoter, et puis ensuite les événements se sont passés tels qu'on les connaît et qu'on s'en souvient très bien. C'était des années tout de même cruciales, et l'URSS s'est effondré dans un bruit silencieux finalement. Ça a été par une révolution politique, mais de palais, sans trop d'effusion de sang, sans trop de troubles. Il y a eu l'écroulement de cet immense projet politico-idéologique, et puis l'Union soviétique a éclaté.
finalement d'une certaine manière pour notre plus grand bonheur, puisque ça nous a permis ensuite de voyager beaucoup plus facilement dans les républiques qui sont toutes devenues autonomes. Alors justement, quelles sont les différentes régions de Russie que vous avez pu citer depuis J'ai visité toutes les républiques des anciennes républiques de l'Union soviétique, sauf le Turkménistan. Mais toutes les autres, j'y suis allé, de la Biélorussie à l'Azerbaïdjan, à la Géorgie, par les pays baltes, je ne vais pas tous les énumérer, il y en avait 15 ou 16, je crois, à part le Turkménistan, j'ai été partout. Et puisque ta question était de savoir pourquoi est-ce que tout à coup j'avais contracté cette espèce de passion pour la Russie, je veux dire que ce premier voyage en 91, déjà moi, jeune Français de 18 ans qui croyait que l'histoire avait pris fin, c'était tout de même tout à fait étonnant d'arriver dans un moment où l'histoire était en marche et on voyait cette agitation qui subitement étreignait Moscou, cette Union soviétique qui s'écroulait, et j'étais tout à fait fasciné. Ensuite, mes voyages, un peu par hasard d'ailleurs, ont fini par me ramener dans la périphérie de l'ex-empire soviétique, et j'ai rencontré les Russes. Et c'est finalement par eux que je suis arrivé à aimer la patrie russe. Parce que, alors je ne veux pas faire de grands discours un peu banals, ordinaires et convenus sur ce qu'on appelle l'âme russe et qui n'existe pas, mais il y a des traits de caractère qui m'ont plu chez les Russes, et notamment chez les Russes des campagnes, chez les Russes des villes, des villages, pardon, chez les Russes de la Sibérie, chez les Russes des steppes, chez les Russes de la nature, quoi, qui m'ont plu peut-être davantage que chez les moscovites ou les pétersbourgeois, pour la raison que je voyageais davantage dans la nature que dans les grandes villes. Et ces traits de caractère, si j'essaie de les énumérer rapidement, c'est une certaine force vitale à laquelle je suis très sensible, une énergie de vivre, une volonté de vivre, comme dit Schopenhauer, que je sens à l'œuvre chez beaucoup de Russes, alors que j'ai l'impression de temps en temps, quand je reviens ici, de revenir dans les hospices de Beaune, si vous voulez, peuplés par des gens qui sont fort sympathiques, et qui sont les miens d'ailleurs, mes semblables, et auxquels j'appartiens, mais qui sont fatigués par quelque chose, et ne croyant plus beaucoup à quelque chose qui s'appelle l'avenir. Alors il y a cette énergie qui me plaît beaucoup chez eux, et puis un sentiment de la fatalité auquel je suis très sensible, que j'y suis très sensible comme étant une posture philosophique face à la vie, qui m'intéresse beaucoup, moi, qui a été évidemment amplement célébré dans des tas de philosophie. On va faire ici le passage en revue des stoïciens jusqu'aux japonais, en passant par les bouddhistes, de tous ceux qui ont toujours opposé aux aléas de la vie quelque chose de résigné et d'abandonné. C'est quelque chose qui m'intéresse et que je ressentais chez les Russes, et ça m'a plu. Et puis enfin, il y a une générosité, une forme de simplicité, qu'on pourrait presque appeler naïve, et qui me plaît beaucoup dans les campagnes russes. Je suis en train là d'enfiler des généralités, évidemment il ne s'agit pas de dire que tous les Russes ressemblent à cette espèce de portrait robot psychologique que je viens de tracer, mais j'ai souvent reconnu ça sous les taïgas ou dans les villages chez les Russes que je rencontrais davantage que dans le pays où j'habite. Très bien. Et la Bérésina? Alors, voilà, maintenant je vous parle de la Bérésina pendant un quart d'heure, bien que ce ne soit pas un sujet très joyeux. La Bérésina, c'est donc le nom de cette rivière que vous connaissez, qui aujourd'hui coule à l'endroit du passage de l'armée française en territoire biélorusse, et qui correspond au point culminant de la grande tragédie qu'a connue la Grande Armée en 1812, en traversant cette rivière. Alors il se trouve qu'il y a 2 ans, en 3 ans maintenant, en 2012, nous avons célébré, non pas fêté, parce qu'on ne fête pas les tragédies, mais on les commémore éventuellement. Nous avons commémoré les 200 ans de la retraite de Russie, de la retraite de la Grande Armée de Moscou à Paris, en passant par la Bérésina. Et je trouve que moi j'ai été assez frappé par la relative indifférence dans laquelle les pouvoirs publics et puis la population, en général en particulier, traitaient cette affaire de la retraite de Russie et cette commémoration des 200 ans. Enfin, si je dis les choses en termes un peu plus brutales, tout le monde s'en foutait. Et pas moi. Et pas moi pour une raison très simple, c'est que je trouvais qu'il y avait dans cette tragédie quelque chose qui m'apparaissait dans la chronologie, dans le déroulé, dans le fil continu de l'histoire, quelque chose qui me paraissait être probablement la plus grande somme de souffrance que n'avait jamais enduré une armée dans l'histoire. Bon, ensuite, le XXe siècle a bien fait rattraper les choses. Mais à l'heure où je parle, c'est-à-dire 1812, je crois que ces 400 000 morts qui ont véritablement été les victimes de tout un faisceau de malheurs, la maladie, le harcèlement des armées cosaques, le froid, la faim,
ont atteint un degré de souffrance qui était inégalé. Alors ça me fascinait, puis j'étais fasciné par l'histoire de l'Empire, sans du tout être un nostalgique de l'épopée napoléonienne, parce que je sais très bien la dette que Napoléon a contractée à l'égard de l'histoire, en ruinant le pays, en mettant à feu et à sang l'Europe, en faisant des milliers de morts et en faisant couler le sang des Français. Je sais très bien qu'on ne peut pas véritablement regretter de ne plus vivre au Premier Empire. Il suffit de lire la confession d'un enfant du siècle de Musset pour s'apercevoir que les enfants de ce siècle-là étaient bien contents de sortir de ces années d'Empire. Mais il se trouve quand même que Napoléon, moi, me fascine parce qu'il avait une dimension parfaitement littéraire du gouvernement. C'est-à-dire que voilà un empereur, voilà un Corse, qui est né à l'ombre des châtaigniers sur le granit de la Corse et qui tout à coup a levé une armée, il l'a emmené au pied des pyramides et au pied des bulbes de Moscou. Je trouve qu'il y a dans cette espèce de projet totalement fou une forme de tragédie un peu shakespearienne et de sens assez littéraire de l'histoire. Je crois qu'il voulait écrire un roman, en fait, qu'il a convaincu un peuple, il a convaincu une collectivité d'écrire un roman. D'ailleurs, quand il a abdiqué, il y a également 200 ans, quand il a abdiqué à Fontainebleau en 1814, il s'est retourné vers ces grognards qui pleuraient et il leur a dit « Un jour j'écrirai ce que nous avons vécu ». Il s'inscrivait vraiment dans une dimension écrite et littéraire de l'histoire. Et je trouve que nous avons tellement perdu cette dimension, et les gens qui nous gouvernent ont tellement perdu, puisque maintenant les ministres de la Culture veulent faire rentrer le pays dans l'ère numérique en se flattant de ne plus lire. Je trouve qu'il y a là, dans cette histoire napoléonienne, quelque chose qui nous rappelle que la littérature, c'est la seule chose qui nous reste, finalement, quand tout disparaît. Et Napoléon, il avait compris ça, et il voulait écrire, il voulait bâtir ce roman. Alors voilà, ça me fascinait. Puis la dernière chose qui me fascinait dans cet empire, c'était la continuation d'un principe de la Révolution qui s'appelle l'égalité, et qui, je crois, n'a jamais été aussi bien servi qu'au moment de l'Empire. J'étais très étonné que notre ancien ministre Lionel Jospin ait écrit Le Mal napoléonien, qui est un livre qui a été publié il y a quelques années, je crois 1 ou 2 ans, qui est un livre brillant, mais où Lionel Jospin ne reconnaît même pas à l'empereur le fait d'avoir véritablement exalté la dimension égalitaire de l'Empire. Et ça me semble tout à fait bizarre. Je trouve que Lionel Jospin partage avec Napoléon le fait d'avoir raté une campagne. L'un c'était la campagne de Russie, l'autre c'était la campagne de France. Enfin bon, ça aurait dû tout de même l'inciter à tirer son chapeau à l'égard de celui qui pensait à la bicorne et qui a institué l'égalité à un point qui n'a jamais été reproduit en France. À aucun moment de l'histoire de France, un commis charcutier n'a eu autant de chances de devenir maréchal d'Empire par la seule force de son mérite et de son talent et de sa force. Et moi je saluais beaucoup ce déploiement d'un système. Alors pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu répéter, non pas refaire évidemment puisque la reconstitution est impossible, mais répéter l'itinéraire de la retraite de Russie. Et pour ma grande chance, cet itinéraire est extrêmement documenté. C'est-à-dire qu'il est sorti à peu près 1 livre par jour depuis la mort de l'empereur. Tout le monde a raconté l'histoire, et beaucoup de soldats qui ont vécu la retraite de Russie ont raconté dans leurs mémoires ce qu'ils avaient enduré pendant les quelques mois qu'elle avait duré, de Moscou à Paris. Si bien qu'avec les livres du général de Caulaincourt, du sergent Bourgogne, du capitaine François ou de Labaume, et de quelques autres, des officiers, des sous-officiers, des maréchaux, avec ces livres-là, on peut retrouver quasiment kilomètre par kilomètre l'itinéraire. Or, l'histoire évidemment a changé, le fleuve a coulé, le temps s'est écoulé, mais la géographie, elle ne change pas, en tout cas pas trop. Et on retrouve les mêmes forêts, on retrouve les mêmes rivières, on retrouve les mêmes plaines que celles qui sont décrites dans ces livres. Alors je suis parti avec quelques copains, l'un d'eux que vous connaissez s'appelle Cédric Gras, il est souvent venu dans les parages de Transboréal, c'est un jeune géographe qui vit en Russie et en Ukraine, et qui a ouvert des alliances françaises dans l'ex-empire soviétique. Et puis l'autre était Thomas Gouache, un ami photographe. Et nous sommes partis tous les trois avec 2 Russes. Nous avons acheté des motocyclettes Sidecar, qui sont un fleuron de l'industrie soviétique, le Sidecar Ural, dont j'ai inventé un slogan publicitaire qui est « Rien n'arrête une Ural, pas même ses freins ». Et nous sommes partis avec ces motocyclettes de Moscou à Paris en répétant l'itinéraire. Alors pourquoi les motocyclettes Sidecar? C'est parce que d'abord le Sidecar nous permettait de voyager confortablement tout en lisant dans le panier, et puis d'emporter beaucoup de bagages, et notamment des livres, puisque je vous le disais, nous essayions de faire ce double voyage, l'un sur la route et l'autre dans la mémoire de ceux qui racontaient l'histoire de la retraite de Russie.
Et puis parce que nous trouvions qu'il y avait un peu dans l'idée de célébrer les fantômes de la retraite de 1812, il y avait quelque chose d'assez finalement normal à subir soi-même le froid. Quand on était à motocyclette, c'était assez froid, nous étions en plein hiver, et nous vivions non pas du tout, évidemment, il ne s'agit pas de dire que nous vivions la même hauteur de souffrance que celle qu'avaient connue les grognards de l'Empire qui retraitaient, mais nous avions froid. Et nous étions donc placés dans un conditionnement physio-psychologique qui nous permettait de mieux entretenir la flamme de la pensée envers ces hommes et leur souffrance. Alors je vais vous raconter l'histoire de la retraite aussi, parce que d'abord, je suis historien, j'ai aucune légitimité, moi je suis un motocycliste, moi, avec des livres, mais je ne suis pas un historien, et puis je vous raconte ça dans ce livre que j'ai consacré à la Bérésina. Le livre porte le titre de la Bérésina. Je peux vous raconter quelques faits saillants, en plus je crois qu'il ne me reste plus de temps, en 5 minutes. Je vais d'abord vous raconter pourquoi Napoléon a entrepris cette campagne de Russie. Il ne l'a pas du tout entrepris pour des raisons d'agressivité conquérante. Il l'a entrepris parce qu'il trouvait que le tsar Alexandre Ier avait complètement trahi les engagements qu'il avait pris en 1807 lors de l'accord de Tilsit, où Alexandre Ier avait promis à l'empereur qu'il arrêterait de frayer avec la perfide Albion et les Anglais. Et puis évidemment, le tsar avait renié ses engagements et s'était mis à trahir finalement tout ce qu'il avait promis à Tilsit. Et Napoléon, qui essayait de créer le blocus continental et l'empire terrestre, ne pouvait pas supporter que ses alliés continuent à frayer avec Londres. Alors il s'était dit qu'il fallait absolument refaire une petite expédition pour réinstaller le tsar dans ses promesses de 1807. Bon, et puis alors il est parti à Moscou en pensant qu'on était déjà à la guerre froide. Il a inventé l'idée de la guerre froide, c'était bien ce qu'il n'a pas réussi, mais il a pensé que le simple fait de passer le Niémen et de montrer sa force ferait reculer le tsar. Mais il n'avait pas évidemment pressenti que Alexandre Ier avait totalement changé psychologiquement, il s'était allié, il s'était retourné vers l'Angleterre, Napoléon n'était plus son ami, et tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît est arrivé, c'est-à-dire la grande bataille de Borodino, la fuite des Russes, l'impossibilité des Français de trouver l'ennemi, ce caractère fantomatique de cette guerre qui a beaucoup démoralisé les troupes et qui a également démoralisé l'empereur, lequel était habitué à s'illustrer de manière géniale, tactiquement et stratégiquement, quand il avait un ennemi palpable devant lui, mais qui ne savait pas faire avec les fantômes. C'est beaucoup plus difficile de combattre un fantôme que de combattre un adversaire. Et du coup, ce tournoi fantomatique a été érigé assez génialement en stratégie par les Russes, qui se sont toujours dérobés, en fait, qui ont pratiqué l'art de la dérobade, pour lesquels les Anglais, d'ailleurs, ont un mot assez beau, qui est l'escapisme. L'escapisme, c'est la manière d'échapper absolument, comme le fauve, d'ailleurs, échappe au chasseur, comme le gibier échappe au chasseur, c'est le fait de ne pas aller au contact, mais d'échapper. Et Tolstoï, dans La guerre et la paix, consacre de longues pages d'analyse quasiment philosophique à cette technique de l'escapisme, qui consiste à disparaître. Ce qui crée un ravage psychologique, c'est l'adversaire qui essaye absolument d'aller au contact, mais le mur se dérobe et il finit par s'épuiser à essayer de vous poursuivre. Alors voilà, cette technique de l'escapisme doublée de l'immensité russe et de l'hiver a fini par venir à bout de la Grande Armée, bien que les Russes, évidemment, n'aiment pas du tout que l'on convoque le général Hiver au rang des adversaires qui ont vaincu Napoléon, puisqu'évidemment ça contribue un peu à démériter toute leur valeur militaire. Il ne faut jamais dire à un Russe que c'est le général Hiver qui a gagné la bataille de Russie, puisque ça démérite le mérite des adversaires russes. Voilà, donc il y a eu cette arrivée à Moscou, l'incendie de Moscou vous connaissez, et le retour qui a été absolument dramatique, qui a eu une dimension tragique, physique. C'était un spectacle qui devait être un carnaval de l'horreur et de la tragédie, puisque le froid s'est abattu, les températures sont tombées en dessous de 37 degrés. Naturellement, les grognards de l'Empire n'étaient pas préparés physiquement et n'avaient pas la logistique et l'équipement. Et il y a eu cette fuite qui s'est terminée en une tragédie, puisqu'on compte quelque chose comme 300 000 morts, 250 000 chevaux qui ont perdu la vie côté français, et à peu près l'équivalent côté russe. Donc je ne sais pas si vous imaginez ces chiffres-là, mais qui nous amènent à des proportions tout à fait quasiment insoutenables. Et puis il y a eu ce passage à la Bérésina qui est resté comme le point symbolique de cette tragédie, avec toutefois, et peut-être que je conclurai là-dessus, une très légère erreur sémantique bizarre d'ailleurs, c'est que la tragédie affreuse, l'horreur de ce spectacle des femmes, des enfants, puisque la Grande Armée était suivie par toute une troupe de civils qui s'étaient échappés de Moscou,
Et les soldats sont morts sous la canonnade russe, emportés par l'incendie des ponts de la Bérésina, noyés, écrasés par les blocs de glace que charriait la rivière. Et tout ça a contribué à forger un mot, par le phénomène de la métonymie. Le nom propre est devenu un nom commun, et la Bérésina est tombée, a été versée au langage commun pour désigner la grande tragédie, quoi. Il y a même dans San Antonio, j'ai vu lequel, mais San Antonio à un moment dit cette chose, j'ai relevé ça dans San Antonio. Bah, que t'arrive-t-il, mon gros? T'as l'air en pleine Bérésina. Vous voyez, Bérésina est vraiment un nom commun qui désigne la tragédie absolue, l'horreur, le cataclysme. Alors que pourtant, d'un pur point de vue tactique, la Bérésina a été une victoire française, chose que l'on ignore. Et du coup, quand on dit c'est la Bérésina, ça devrait normalement vouloir dire on en a pris quand même pas mal dans la gueule, mais qu'est-ce qu'on leur a mis? Et on a réussi, et merde la reine d'Angleterre. Voilà ce que ça devrait vouloir dire, et pourtant ça ne veut dire que uniquement c'est la tragédie. Et j'ajoute, et ce sera ma conclusion, qu'il s'est ajouté à cette tragédie de la retraite de l'armée, donc à la tragédie collective, il s'est ajouté un événement tout à fait romanesque auquel nous habituait l'empereur, qui a été son propre retour à Paris, mais en traîneau, puisque à peu près à la hauteur de la Bérésina, Napoléon a décidé de rentrer à Paris le plus vite possible. Il a quitté son armée qui était de toute façon tellement débandée qu'il ne pouvait plus rien pour elle. Il a quitté le navire et il a voulu rentrer à Paris à toute vitesse pour essayer de remettre de l'ordre dans l'Empire, et probablement parce qu'il avait envie de revoir sa femme. Et il est rentré à toute vitesse à bord d'un traîneau, avec le général de Colincourt qui l'a escorté, quelques mamelouks et quelques lanciers polonais. Ils sont rentrés en 15 jours, ce qui est un exploit physique, c'est à verser dans l'histoire des sports de plein air. C'était une partie de traîneau à travers les forêts de Prusse et de Westphalie, de laquelle le général de Colincourt a tiré un petit livre que je vous conseille ardemment, qui s'appelle En traîneau avec l'empereur, puisqu'il s'agit là de l'invention d'une méthode de psychanalyse en traîneau par les forêts de la Prusse, par moins 30 degrés, puisque l'empereur, probablement bercé par les mouvements du traîneau, s'est mis à se confier au général de Colincourt et à raconter sa vie. Et vous avez comme ça la transcription de tout ce qu'il a dit à Colincourt de manière absolument extraordinaire, c'est-à-dire il a raconté son enfance, son rapport aux femmes, son rapport aux hommes, ses doutes, ses espoirs, ses craintes. Il ne se rendait pas du tout compte que la partie était déjà perdue pour lui et qu'il y avait dans les clapots de la Bérésina la préfiguration de ce qu'il allait vivre quelques années plus tard à Saint-Hélène. Voilà, je crois que je suis arrivé malheureusement au bout de mon... Enfin, heureusement pour vous. Nous avons quelques minutes quand même. Mais quelques questions. Oui, bien sûr. La question. Si vous avez des questions, si vous pouvez vous lever. Nous prendrons 3 questions. Les personnes qui se posent une question peuvent se lever, la dire à la voix, puis je la répète. Ce sera plus simple. Je vais passer une minute. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils en disent de la Bérésina? Que disent donc les Russes de la Bérésina? Alors les Russes, ils disent pas mal de choses. Ils disent pas mal de choses de Napoléon, de la Bérésina et de la campagne de Russie. De la campagne de Russie, ils disent qu'au fond, Napoléon, que Kutuzov appelait l'antéchrist corse, a finalement eu du bon pour la Russie. C'est qu'il a contribué par son agression, pour le mot russe, il a contribué à forger le sentiment national russe, patriotique. Car au fond, la Russie est quand même traversée de tout ce que l'on sait, c'est-à-dire des immenses fractures d'ordre social, humain, anthropologique, et elle était un agrégat de seigneuries. Elle correspondait finalement davantage à un empire féodal qu'à un véritable empire pleinement conscience de son ontologie. Et quand tout à coup les Français arrivent et obligent le peuple à s'unir autour de son tsar pour la cause de la patrie, tout d'un coup naît dans le sang, notamment le sang de Borodino, qui a été une bataille de géants, une bataille titanesque, 27 000 morts en quelques heures, des grandes batailles sanglantes qui ont préfiguré d'ailleurs les massacres de masse. Ce sont les historiens de la guerre qui le racontent, que c'est à Borodino qu'a été préfiguré le grand système des massacres de masse que l'on a vu se reproduire ensuite à la guerre de sécession et bien sûr en 14. Ça a été finalement le premier orage d'acier, Borodino. Et
c'est à ce moment-là qu'est né le sentiment patriotique des Russes. Ensuite, de Napoléon, les Russes disent une chose qui est assez agréable à entendre. C'est que probablement, persuadés que la force d'un dirigeant est la preuve d'une bonne gouvernance, assez fascinés par toutes les formes d'autoritarisme et de césarisme, les Russes n'en veulent pas beaucoup à Napoléon. Il y a une certaine fascination des Russes pour l'empereur. Il faut dire aussi qu'il y avait une amitié quand même qui n'est jamais morte entre Alexandre Ier et Napoléon. Napoléon n'a jamais très bien compris, il a toujours cru que c'était une trahison de l'ordre de l'affection que cette rebuffade d'Alexandre Ier. C'est Matin qui, dans le Testament français, prononce une très belle phrase qui répond à la question. Il dit, au fond, les Russes se souviennent de la campagne de 1812 comme d'un tournoi sans haine. Et je crois que ça nous apprend quelque chose, c'est que c'était une époque où les guerres, puisque nous en parlons en ce moment, en utilisant parfois les mots un peu à tort et à travers, mais c'est que les guerres et les conflits pouvaient avoir lieu entre des adversaires qui se respectaient au lieu de se haïr simplement, et en tout cas, elles n'opposaient pas des idéologies, mais simplement des logiques territoriales, stratégiques et politiques. Une autre question? Oui, monsieur. Lorsque Napoléon était à Moscou, beaucoup de temps a été passé avant qu'il se décide à retourner, à faire la retraite. D'aucuns ont dit qu'il avait des phases de dépression. Et on a même parlé d'abolie. Qu'en est-il? Oui, d'ailleurs, cette phase de dépression s'est même exprimée finalement avant le séjour à Moscou, puisque dès la bataille de Borodino, les stratèges disent que Napoléon aurait tout à fait pu remporter beaucoup plus facilement la bataille en donnant la garde, la jeune garde impériale, mais qu'il a hésité. Et Murat a dit « je ne reconnais pas l'empereur ». Pour la première fois, les maréchals se sont mis à douter de ce génie tactique de leur empereur. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, il a attendu trop longtemps à Moscou, pour une simple raison, c'est qu'il a pensé qu'Alexandre Ier, voyant sa ville occupée, sa ville temporelle occupée, sa capitale temporelle occupée, que Alexandre Ier dépêcherait une délégation pour négocier. Il n'avait pas compris que, premièrement, Alexandre Ier considérait que la spirituelle, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, importait davantage que la capitale temporelle, et il n'avait pas non plus considéré, Napoléon, la capacité incroyable de sacrifice des Slaves, que ensuite l'histoire manifestera à nouveau, notamment sur les rives notamment à Stalingrad. Il y a eu dans ce que vous appelez la boulie, qui était effectivement un étonnant renoncement à ce qui caractérisait Napoléon et qui c'était son esprit de décision foudroyant, que les Grecs appelaient le kairos, cette capacité à basculer à la fois dans l'action et dans la décision, et qui a semblé complètement le quitter à Moscou. Je crois également que l'incendie qui a été commandité par le tsar Alexandre Ier et qui a été orchestré par Rostopchine, qui était le gouverneur de Moscou, l'incendie de Moscou qui a mené la ville à être réduite en cendres, a totalement déprimé l'empereur, qui n'a pas compris comment les Russes pouvaient en venir jusqu'à brûler, jusqu'à sacrifier ultimement leur capitale. Et ça voulait dire aussi que cette conquête de 1812 était une course-poursuite à la poursuite de fantômes, tout ça pour conquérir un tas de cendres. Et je crois que tout ça l'a complètement déstabilisé dans le rapport habituel qu'il émettait entre l'adversaire et lui-même. Et c'est pour ça qu'il a laissé passer ces longues journées, je crois qu'ils sont restés près de 3 semaines à Moscou, dans la cendre, à essayer de négocier avec des Russes qui n'apparaissaient plus, et a décidé finalement, alors que le général de Caulaincourt le suppliait d'amorcer la retraite, Napoléon a fini par partir beaucoup trop tard. Et puis l'autre explication, c'est peut-être qu'il ne croyait pas à la météorologie. Il avait rencontré Lamarck en 1809, le scientifique Lamarck qui commençait à jeter les bases de la météorologie, et s'était fichu de lui, en disant votre espèce de science de Madame Soleil, de prédictions astrologiques avec la météorologie, ça n'a aucun sens, vous vous déconsidérez, vous vous déshonorez, la météorologie n'existe pas. Il ne croyait pas que l'hiver allait tomber, et malgré ce que lui disaient les Polonais et le général de Caulaincourt, il a toujours cru finalement qu'il était plus fort que les aléas climatiques. C'est un peu le problème des grands génies, de ne jamais croire que la météo va aller contre leur volonté. Alors toutes ces raisons, cette probable asthénie que vous décrivez et un certain nombre d'erreurs et une méconnaissance profonde de la psychologie russe l'a amené à trop attendre et à se faire finalement déborder, puisque le général Hivert a eu le temps de déployer ses propres troupes. Une dernière question?
Quel âge a Sylvain? J'ai 42 ans, mais vous voyez, la quarantaine est un naufrage. Vous dire que j'ai dit 40 ans en 10 mètres. Alors, une dernière question. Il y a une dimension qui est importante dans ce genre de voyage, c'est qu'il y a une dimension du courage qui est assez importante. Comment est-ce qu'on voyage sur les traces de centaines de milliers de personnes qui, en plus d'avoir le courage de se battre pour leur pays, ont eu le courage de tenir le plus possible et le plus longtemps possible. Comment est-ce qu'on fait en tant que Français en 2012 pour assumer de refaire un voyage baigné de courage? Moi, si vous voulez, je l'ai très bien assumé, mais j'ai essayé de comprendre, sans jamais avoir réussi à comprendre, pourquoi cette dimension extraordinaire de l'héroïsme, qui paraissait un état assez ordinaire finalement dans les rangs de la Grande Armée, avait totalement déserté les rangs de notre peuple. Est-ce qu'il y a une crise de tempérament? Est-ce que nous avons perdu nos nerfs en quelques générations? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu d'explication. Nous n'avons pas véritablement accepté de perdre 89 de nos soldats dans le conflit afghan, qui pourtant nous paraissait assez crucial. Nous n'acceptons plus vraiment l'idée que nous puissions nous sacrifier pour des vieilleries aussi rebutantes et ringardes que des choses comme la patrie. Et pourquoi il y a seulement 200 ans, ce qui est assez récent finalement, c'est hier, pourquoi est-ce qu'à l'aune de quelques générations, on a été capable de ça? Je n'ai évidemment aucune explication, mais cet héroïsme me fascinait. J'en ai peut-être une quand même explication. C'est que lorsque vous lisez les récits de ces soldats de la Grande Armée, et y compris les récits des hommes du rang, ou des sous-officiers, notamment les mémoires du sergent Bourgogne, vous êtes tout à fait frappé par le décalage profond entre la grandeur tragique, sublime de ce qui est vécu, et l'extraordinaire modestie du récit. C'est-à-dire que dans aucun cas, l'individu ne se met en avant alors qu'il décrit une geste collective. Ce qui semble être précisément le contraire des mécanismes que nous déployons nous autres, aujourd'hui, où l'individu a été érigé en horizon limite de chacun, parce que nous faisons de notre individualité notre propre patrie, notre propre civilisation, notre horizon limite, et d'ailleurs les nouvelles technologies nous incitent, c'est le piédestal de nous-mêmes. Il y a un phénomène narcissique qui est né depuis quelques années dans ce début du XXIe siècle, qui contredit profondément cette idée qu'au temps du Premier Empire, le geste collectif, le roman collectif dont je parlais tout à l'heure, la littérature collective, cette histoire qu'un peuple tout entier écrivait et qu'une armée entière écrivait, que cette geste collective méritait que l'on s'effaçât en tant que simple individu. Alors ça, je crois que ça a été très important et que c'est transmissible, c'est transmis par les écrits, et je crois que c'est l'une des explications. L'autre explication peut-être de notre incapacité aujourd'hui à vouloir absolument se jeter dans de grandes entreprises flamboyantes, héroïques et puis suicidaires, c'est peut-être aussi que nous sommes épuisés par le XXe siècle. Nous autres Européens, nous avons quand même compris que l'engeance humaine avait véritablement regorgé de génie pour montrer sa vilainie au cours de ce XXe siècle, et nous sommes épuisés par tout ce qui est arrivé, par toutes ces manifestations du mal absolu, du mal ordinaire ou du mal particulier, et nous en sommes épuisés, nous n'avons pas envie que ça recommence. Et il est probable que ces deux faisceaux d'explication se recoupent dans peut-être un début d'explication. Donc je tiens particulièrement à remercier Sylvain Tesson qui, pratiquement avec nous ce soir, a fait sa première sortie, même s'il a été sur pas mal de radios cette semaine, en vue de la parution du livre Bérésina. Nous avons sorti, vous pourrez éventuellement l'acheter, en fait c'est les premiers exemplaires qui sont mis en vente, donc Bérésina aux éditions Guérin. Merci beaucoup Sylvain.